S'engager si jeune, je dois vous dire, comme d'origine lorraine, et plus particulièrement mosellane, j'étais particulièrement motivé, car pour nous, les Lorrains, les Mosellans, les Alsaciens, l'Allemagne était notre ennemi héréditaire. Et nous vivions encore dans le souvenir tout proche de cette guerre de 14-18, avec tous les champs de bataille à proximité de mon village, Verdun. Je l'ai vécu très mal, surtout quand, me trouvant devant un poste radio le 17 juin et entendant le discours de Pétain qui disait « nous déposons les armes », ça a été terrible pour moi. J'étais encore un gosse, si vous voulez, à 18 ans. Je me revois courant vers ma chambrée, même m'affalant sur mon sommier et pleurant vraiment comme un gosse devant cette affreuse nouvelle pour moi. Et quand on s'est engagé, ou quand je me suis engagé dans la résistance, bien sûr, c'était pour travailler avec De Gaulle. Et nous étions persuadés, enfin, vous me poserez peut-être des questions à ce sujet, de travailler pour le général De Gaulle. Pour nous, c'était le chef, le meneur, celui qui nous redonnait espoir, celui qui voulait combattre, ne pas abdiquer. Donc pour nous, il est resté cette image pour nous. Nous étions en garnison hier, à 15 km de Toulon, et tout ce réduit n'a pas été occupé. Donc, par des contacts, des liaisons personnelles de certains avec l'amirauté, nous avons demandé si la flotte ou des croiseurs ou autres pouvaient nous embarquer et partir une nuit en douce pour l'Afrique du Nord. Mais la flotte, ou tout au moins l'amiral qui la dirigeait, avait juré fidélité à Pétain. Il n'est pas question de se livrer aux Allemands, il n'est pas question de se livrer aux Anglais. Donc, si nous sommes attaqués, que ce soit par les Anglais ou autres, d'ailleurs on avait eu l'exemple à Marcel Kébir, quand la flotte a été attaquée par la flotte anglaise, qui craignait que les Allemands mettent la main dessus, car la flotte française était une des plus puissantes du monde à l'époque. Et donc, ça a été un espoir qui s'est envolé, car c'eût été merveilleux qu'on puisse embarquer une nuit et filer sur l'Afrique du Nord. En ce qui concerne mon réseau, j'y suis rentré par relation amicale. Et tous les recrutements, les embauches, si j'ose prendre ce terme, se sont faites par relation. Alors que dans certains réseaux, je dirais pas qu'ils ont pris n'importe qui et se sont trouvés devant des taupes qui ont fait couler le réseau ensuite et provoqué des arrestations, hélas, nombreuses et mortelles. Donc c'est un ami qui était déjà dans le réseau, qui m'a contacté, et c'est par ce canal que je suis rentré au réseau. C'était un réseau de renseignement, c'est un réseau qui avait été constitué par des officiers polonais qui se trouvaient en France, et Dieu sait l'expérience qu'avaient les Polonais de ces services secrets. Et quand j'ai été engagé, ainsi que mes amis, anciens comme moi du bataillon de 24, où nous étions connus, on nous a demandé, pour nous assurer de la véracité de cet engagement, de choisir un message dont je ne me souviens absolument pas, je n'ai pas noté à l'époque, et que 4 ou 5 jours plus tard, nous avons pu entendre sur la radio de Londres qui passait des messages tous les soirs. Donc ça nous a confortés, rassurés. Nous étions bien
dans un réseau de résistance qui travaillait, croyait-on, pour De Gaulle. Ça, on ne nous a jamais dit que c'était un réseau polonais, créé par des Polonais, et qui travaillait pour l'état-major polonais de Londres, qui bien sûr transmettait aux Anglais, à l'intelligence service, etc., tous les renseignements que nous pouvions transmettre. Ce réseau, donc, qu'on appelait finalement réseau F2 franco-polonais, créé par des Polonais, mais dans la masse, puisqu'il y a eu finalement 2600 personnes qui ont travaillé, qui ont été immatriculées au réseau. Bien sûr, la majorité, la grande majorité, c'était des Français. C'était un réseau de renseignement qui a finalement couvert toute la France, tous les ports de France, tous les aéroports, toutes les régions, zones occupées, zones interdites. C'était un réseau de renseignement. Et ces renseignements recueillis, chiffrés, me parvenaient sous forme de messages codés que mes radios étaient chargées d'envoyer de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire à Londres. Voilà. Et nous recevions également les instructions, les questions de Londres par le même canal radio. Donc, et moi, personnellement, j'étais responsable de tout ce secteur radiotransmission, qui finalement, j'avais une quarantaine de personnes sous moi. J'avais 5 radios. Avec chaque radio, il y avait 1 ou 2 gardiens pour la sécurité quand ils émettaient, pour prévenir. Il y avait les agents de liaison qui transportaient les courriers. Il y avait des boîtes aux lettres où le courrier était déposé. Enfin, voilà. Le monde vivait sous ce risque permanent. D'abord sur le plan transport des émetteurs, car dans un premier temps, on ne pouvait pas toujours émettre au même endroit, il fallait changer d'endroit. Alors c'est toute une série de difficultés. Il fallait d'abord, bien sûr, avoir le spécialiste radio, il fallait avoir l'émetteur, ensuite il fallait trouver l'endroit pour émettre, tous les endroits ne convenaient pas. Il fallait un endroit où il y avait de l'électricité quand même, où on pouvait tirer une antenne de 10 mètres, et puis des gens qui acceptaient de prendre ce risque. Parce que s'ils étaient découverts au cours d'une émission, c'était des traîtres, c'était la mort, fusillés ou déportés. J'avais un rendez-vous à 5 heures avec un des agents à qui je devais remettre du courrier qui devait partir pour Paris. Lui-même avait été arrêté dans la nuit par la Gestapo. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais su, mais j'en déduis que finalement il a monnayé sa liberté contre la mienne. Il a dû dire oh ben, j'ai un rendez-vous avec mon chef ou quoi. Je le vois à 5 heures, parce qu'on m'a dû dire, les agents qui l'ont arrêté lui ont dit si tu nous dis, on te relâchera. Enfin, il a dû se passer ce genre de trafic. Et quand je suis arrivé au rendez-vous, eh bien, il y avait 2 agents de la Gestapo qui étaient à proximité, qui étaient cachés, et qui me sont tombés dessus, revolver au poing. Oui, j'ai passé une nuit au commissariat, ils sont venus me rechercher le lendemain, où ils m'ont transféré au siège de la Gestapo qui se trouvait à Grenoble. Et puis là, pendant plusieurs jours, ce que l'on peut imaginer, les interrogatoires, les coups. Mais est-ce que je me suis bien débrouillé, etc. Est-ce que mes histoires les ont un petit peu troublés? Ça n'a pas été jusqu'à l'arrachage des ongles ou des dents ou la baignoire. Si j'étais torturé quand même, les bras dans le dos, attachés derrière le cou, les coups de matraque. Et puis, ton sort est réglé, on va te fusiller, on va te faire la baignoire. Ils menaçaient aussi, ils n'ont pas fait
de me promener dans Grenoble, de me promener dans l'espoir que une de mes connaissances m'aborderait. J'ai attendu 5 heures du matin, qui était l'heure du lever du couvre-feu. L'heure, je l'avais non pas par ma montre, mais il y avait une église à proximité qui sonnait les heures, car il y avait un couvre-feu toutes les nuits. Il était levé à 5 heures du matin. Donc j'ai attendu 5 heures du matin pour passer à l'action. Je suis allé aux toilettes pour montrer à la sentinelle que j'étais toujours là. J'ai bien repoussé la porte. J'ai pu ouvrir donc ma fenêtre avec ce crochet, ouvrir le volet. Et cette première sensation de liberté sur le balcon, il faisait nuit noire, c'était encore la nuit, cet air frais, cette bouffée d'air frais. Vraiment, ça m'a fait une sensation de liberté déjà. Et j'ai entrepris cette descente. Mais au 5e étage, le balcon était fermé par une verrière. J'avais donc juste la possibilité de la barre du balcon qui me permettait de m'accrocher. Mais cette verrière m'a terriblement fatigué. Je suis descendu sans problème du 6e au 5e, où j'ai pris appui sur la verrière, et puis pendu dans le vide, si je puis dire, avec la barre du balcon sous le bras, pour ramener ma corde, et puis la mettre là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la corde qui a cassé, parce que je me suis retrouvé donc sur le premier étage. Si la corde avait cassé, je l'aurais encore eu dans les mains. Or, je n'avais rien dans les mains en bas. Ça veut dire que la fatigue, plusieurs nuits sans sommeil, les coups et autres, j'ai lâché prise, trop faible, et je me suis écrasé. J'ai eu cette chute comme les parachutistes, mais ça n'a pas duré si longtemps. Chute libre. Une sensation que j'ai encore de se sentir léger, vous savez, comme ça dans l'air, mais enfin, ce n'était pas le moment. Et je me suis retrouvé sur le toit. C'était donc des tuiles, et le choc a été amorti par les tuiles et les chevrons qui se sont brisés, et j'avais sur le dos une grosse canadienne doublée. Donc ça a amorti le choc, et je me suis retrouvé simplement avec une fracture du poignet, mais coincé avec une sentinelle en dessous, qui était juste en dessous, et qui, quand elle a dû avoir un peu peur. Quand elle a entendu juste au-dessous d'elle ce vacarme, alors alarme, alarme, puis elle a tiré des coups de feu. Puis j'étais là et je la voyais là, en dessous, comme si je me trouvais sur le toit, puis elle debout là, comme ça, me tenant. Et puis à partir de là, oui, oui, c'est après. À partir de là, je me suis dit, ben, c'est fini, adieu mon beau projet, adieu la liberté. Et puis j'ai dû bouger, et la sentinelle à ce moment-là a tiré. Et c'est là que j'ai pris une balle en pleine tête, puisqu'elle est entrée ici, elle est sortie là. Hein. Donc vraiment, je ne sais pas si je dois invoquer la destinée, la chance ou autre. 2 centimètres, j'aurais eu la tête tournée un peu autrement. Elle rentrait dans la tempe, donc je ne serais plus là aujourd'hui. Et je ne me suis pas évanoui. Ça a été comme un boxeur qui tombe KO, vous savez, ça a tourné pendant 10 secondes à une vitesse folle. Et vraiment, on le dit, j'ai pu le lire, qu'au moment de la mort, finalement, en quelques secondes, un tas de choses vous revient. Et pendant ces quelques secondes, oui, j'ai pensé à mes parents, à ma fiancée, etc. Et j'ai cru que c'était la fin. Non, ça s'est arrêté. J'étais toujours en vie. Au bout d'un mois, on est venu me chercher un commando, 4 hommes, 2 revêtus de l'uniforme de la Wehrmacht, un jouant le rôle de l'agent de la Gestapo. C'était d'ailleurs un Autrichien déserteur de l'armée allemande, et mon ami qui m'avait recruté, qui jouait le rôle du milicien. Ils n'ont pas été tout seuls, parce qu'il y a eu des coups de fil pour contrôler, ils avaient des faux papiers comme quoi ils venaient me chercher pour un interrogatoire, etc. Et c'est ainsi que j'ai retrouvé cette chère liberté.
J'ai quand même, si on peut dire, fait mon devoir et satisfait, et pourquoi ne pas le dire, fier de ce que j'ai fait. Et vous savez, les situations dans lesquelles je me suis trouvé, c'est sur le moment, devant une situation que l'individu se révèle. Hein, beaucoup devant, par exemple, celui qui m'a vendu, vous voyez. Et avant, on ne peut pas dire je ferai ci, je ferai ça. C'est vraiment la réaction de l'individu devant le danger, etc. Et bon, je suis quand même satisfait de m'être découvert dans ces circonstances, de m'être découvert et d'avoir fait face avec, ne soyons pas modestes, avec courage. Je pourrais dire le prix de la liberté.